Bienvenue dans les Chroniques d'une Lady, le podcast des romans classiques du 19e siècle, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Raison et Sentiment. J'espère que le premier épisode vous a plu et que vous avez envie de découvrir la suite de cette histoire avec moi. Rappel du chapitre précédent. Nous faisions la connaissance de la famille Dashwood et les liens de parenté qu'il existe. Ils habitent donc dans le domaine de Norland Park, appartenant à un vieil oncle, et à la mort de ce vieil oncle, c'est le fils Henry Dashwood, John, sa femme et son fils, qui héritent du domaine, laissant pour compte ses sœurs et les parents. Le vieil oncle s'étant pris d'affection du petit-fils, a changé son testament. Le père Henry Dashwood meurt un an après, laissant sa femme et ses filles, avec 10 000 livres de rente, mais il demande juste avant de partir à son fils de prendre soin de ses demi-sœurs et de sa belle-mère, et de subvenir à leurs besoins. Il décide alors de leur donner 3 000 livres. Dans ce nouveau chapitre, il est question du montant du legs pour les 3 sœurs. Grande discussion entre John Dashwood et sa femme, et nous pouvons apercevoir toute l'ampleur de l'avarice de Madame John Dashwood. Raison et sentiment, chapitre 2. Comme on s'en doutait, Madame John Dashwood s'installe comme dame et maîtresse de Norland Park. Sa belle-mère et ses sœurs sont considérées dorénavant comme des étrangères et doivent trouver rapidement une nouvelle maison à louer dans le voisinage. Dans la famille, une froide civilité s'installe, montrant très peu de tendresse, même entre frères et sœurs. Alors ce que l'on attendait le plus au chapitre précédent, c'était la décision prise de John Dashwood au sujet de la rente pour ses sœurs. Parce que John Dashwood avait décidé seul de donner 1000 livres à chacune de ses sœurs. Il en fit part à sa femme, et comme on pouvait s'y attendre, elle fut loin de l'approuver. Sa réponse est « Comment peut-on ôter 3 000 livres de la fortune de son cher petit garçon ?» Cela n'était pas une bagatelle. Fanny alla supplier son mari de réfléchir. On voit bien qu'elle prend l'excuse de son fils pour garder l'argent, car son fils touchera l'argent une fois que l'un de ses parents mourra. Elle utilise en fait la corde du tendre père aimant son fils plus que tout. Elle va même plus loin, car elle dit « Et quel droit avaient les demoiselles Dashwood, qui n'étaient que ses demi-sœurs, ce qu'elle regardait à peine comme une parenté, sur cet excès de générosité. Il était bien connu qu'aucune affection ne pouvait être supposée entre des enfants de 2 lits différents. Leur père avait déjà fait grand tort à son fils en se remariant. 3 filles étaient nées de ce second hymen. » Donc j'en parlais la semaine dernière, si la notion de demi-sœur existait à cette époque. Et justement, Fanny l'utilise comme excuse pour garder un maximum d'argent. Elle va même très loin dans ses propos, en disant qu'aucune affection ne peut être supposée entre des enfants de 2 lits différents. Elle sait où elle doit appuyer pour faire fléchir son mari. Même si je suppose que John et ses demi-sœurs ont vécu ensemble depuis qu'ils sont tout petits. Ce discours eut un ton de conviction, de tendresse maternelle, qui ne manqua pas son effet sur le faible John. Là, John est vraiment décrit comme quelqu'un de faible, qui n'écoute que sa femme. Ensuite, on a le passage « Il ne savait pas ce qu'il disait, j'en suis bien sûre », répliqua Madame Dashwood. Tous les gens à l'agonie tiennent le même langage, ils recommandent les survivants les uns aux autres, leur tête n'y est plus, ce n'est que leur cœur qui leur parle encore pour ceux qu'ils ont aimés, et qui sont prêts de quitter. Si ces idées avaient été bien nettes et qu'il n'eût pas rêvé à demi, il n'aurait jamais imaginé de vous faire une demande aussi ridicule que celle d'ôter à votre enfant la moitié de sa fortune. On est bien dans le titre « Raison et sentiment ». Fanny explique qu'il vaut mieux écouter sa raison que son cœur, soit disant que les paroles du père ne sont que des sottises, car il était à l'agonie et que ce n'est que son cœur qui parle. Donc Fanny fait passer le père vraiment pour une personne irréfléchie, remplie de trop bons sentiments. Mais on voit que John essaye de se reprendre et précise que son père n'a stipulé aucune somme, mais qu'il lui a seulement demandé de rendre la situation de sa femme et de ses filles aussi confortable qu'il était en son pouvoir. Il précise qu'il veut le faire, il a donné sa parole. Il doit faire quelque chose pour ses sœurs avant qu'elles quittent Norland pour s'établir ailleurs. Et puis là, on voit bien que pour John, il s'agit bien de ses sœurs. Et on ressent bien qu'il a au fond de lui qu'il a de la peine pour elles. À aucun moment, il fait allusion qu'il s'agit seulement de demi-sœurs, vaguement connues, de loin. Non, on voit bien que c'est ses sœurs pour lui. C'est là que l'on voit que sa femme, il voit aussi une porte d'entrée dans son discours. Parce qu'elle le prend au mot et essaye de faire croire que ses idées viennent directement de son mari. Elle dit « À la bonne heure, quelque chose, mais il n'est pas nécessaire que ce quelque chose soit 3 000 livres. » Donc elle précise et a fait comprendre que cet argent, une fois donné, elle ne le retrouverait plus et qu'ils seront perdus pour toujours. Elle fait même des spéculations et des prédictions sur l'avenir de cette somme.
Mais considérez qu'une fois donné, vous ne le retrouverez plus. Vos sœurs sont jeunes et jolies. Si vous les dotez de cette manière, elles se marieront bientôt et vos 3000 livres seront perdus pour toujours. Des familles étrangères en jouiront, les dissiperont et notre cher petit Harry en sera privé. Je vous demande s'il y a là l'ombre de la justice. Donc, elle retourne consciemment, en fait, sur la pauvre fortune de son fils, qui est bien grande en vérité. Et Fanny réussit son manège, car John imagine déjà son fils, avec une famille nombreuse à nourrir. Donc, ce cher John décide de diminuer de moitié la somme. Donc, on passe à 500 livres à chacune. Et Fanny répond, prodigieuse, immense, incroyable, mais quel frère dans les 3 royaumes ferait cela pour ses sœurs, même réelles, mais des demi-sœurs. Vous avez toujours été trop généreux, mon cher John. Là, on voit encore que Fanny utilise des hyperboles pour rassurer son mari, et qu'il aille aussi dans son sens à elle. Elle va même jusqu'à flatter son ego, et termine par un petit rappel qu'il ne s'agit que des demi-sœurs. Et là, on passe sur le calcul pour les sœurs. En l'état actuel des choses, elles auront chacune à la mort de leur mère 3333 livres. Fortune très considérable pour toute jeune femme. Oui, vraiment, 3333. Je n'avais pas fait ce calcul, et c'est vraiment très considérable. 3333 livres, mais c'est énorme. Et quelque chose de plus, dit John en calculant sur ses doigts. 10 000 livres divisés en 3, oui, c'est bien cela. 3000 livres, 333 et quelque chose en sus. Ici, on peut apercevoir qu'ils font le calcul pour se rendre compte de la fortune qu'elles auront si c'est raisonnable. Et Fanny, alors, fait croire qu'elle n'a pas fait le calcul, alors que je pense qu'elle sait exactement combien elles auront. Ou alors elle se rend vraiment compte de la somme qui lui passe sous son nez en fait. Elle répète la somme mais plusieurs fois. Ça me fait vraiment penser au film La folie des grandeurs avec Louis de Funès. On retrouve le même comportement envers l'argent. Et elle en fait tellement des tonnes sur la somme que cela représente que même John a un doute et qu'il a cru qu'il s'était trompé en calculant. Donc il recompte sur ses doigts pour être sûr. 10 000 livres à partager entre elles, c'est plus que suffisant si elles se marient. C'est une très belle dot et elles épouseront sûrement des hommes riches. Si elles ne se marient pas, elles vivront très confortablement ensemble sur les intérêts des 10 000 livres. Donc là, on voit pour Fanny, c'est la décision finale sur la dot des sœurs. Autant rester que sur 10 000 livres, c'est déjà beaucoup, même énorme pour elle. Là maintenant, John fait quand même une nouvelle proposition avec une rente annuelle pour la mère. S'il ne vaudrait pas mieux faire quelque chose pour la mère pendant qu'elle vit, une rente annuelle? Mes sœurs en profiteront autant que si c'était à elle, 100 livres par année par exemple. Il me semble que pour une vieille femme qui vit dans la retraite, c'est bien honnête. Qu'en pensez-vous, Fanny? Il est sûr, dit-elle, que cela vaut beaucoup mieux que de se séparer de 1500 livres tout à la fois. Mais je réfléchis que si Madame Dashwood allait vivre 15 ans, alors nous serions en perte. 15 ans, chère Fanny. Vous plaisantez. Elle ne vivra pas la moitié de ce temps-là. Elle est trop sensible, trop nerveuse. J'en conviens, mais n'avez-vous pas observé que rien ne prolonge la vie comme une rente viagère? Là, on voit que chacun y va de son pronostic sur les restants vifs de la mère. Alors évidemment, dans le but de ne pas perdre d'argent. Et ensuite, Fanny donne son avis personnel sur la rente viagère avec une anecdote de sa mère. C'est une affaire très sérieuse que de s'engager à payer une rente annuelle. Vous ne savez pas quel ennui vous allez vous donner. Et comme on est malheureux quand le moment de l'échéance arrive, c'est vraiment insupportable. Ma mère payait de petites rentes à 3 vieux domestiques. Le testament de mon père l'y forçait. J'ai souvent été témoin du chagrin, de l'ennui que cela lui donnait. 2 fois par an, il lui fallait payer. Et les difficultés pour leur faire parvenir ces sommes. Et puis on lui dit que l'un d'eux était mort, et par la suite, elle apprit qu'il n'en était rien. Ses revenus n'étaient plus à elle, disait-elle. Elle en était tout à fait impatientée. Aussi, j'ai pris en horreur les rentes viagères, et j'ai juré de ne jamais m'engager à en payer. Quelque petite qu'elle fût. Pensez-y bien, mon cher. Il est sûr qu'il n'est pas du tout agréable que quelqu'un ait des droits sur notre revenu. Être obligé à un paiement régulier tel mois, tel jour, cela blesse l'indépendance. Donc là, on voit que John, évidemment, se range de nouveau de son côté, qu'elle appuie encore ses propos avec une autre alternative. Si j'étais vous, je voudrais n'être liée par rien et pouvoir donner ce qui me plairait et quand il me plairait. Vous serez charmé peut-être de pouvoir mettre de côté 100 ou 50 livres pour quelques dépenses de fantaisie que vous ne pouvez prévoir.
Je crois que vous parlez très sensément, ma chère Fanny, et je suivrai vos beaux conseils. Ce sera beaucoup mieux en effet que de leur donner une rente fixe. Un petit présent de 20, de 30 livres de temps en temps préviendra tout embarras d'argent, et j'aurai rempli la promesse que j'ai faite à mon père. Je suis convaincue qu'il n'a jamais eu dans la pensée que vous dussiez leur donner de l'argent. Là, on voit que John a une confiance absolue en sa femme. Alors ensuite, dans le passage suivant, votre belle-mère sera fort à son aise avec l'intérêt de 7000 livres et vos sœurs avec celui de 3000. Elles auront par an 500 livres de revenus. Et qu'ont-elles besoin d'en avoir davantage? Elles ne dépenseront pas cela, leur ménage sera si peu de choses. Elles n'auront ni carrosse, ni chevaux, tout au plus une fille pour les servir. Elles ne recevront point de compagnie et n'auront presque aucune dépense à faire. Ainsi, vous voyez qu'il ne leur manquera rien. 500 livres par an. Je ne peux pas imaginer à quoi elles en emploieront la moitié. Leur donner quelque chose serait tout à fait absurde. Ce sont elles plutôt qui pourront nous donner quelque chose. Alors Fanny nous décrit la nouvelle vie modeste des sœurs et de leurs besoins. Elle va même jusqu'à dire que c'est elle qui devrait donner quelque chose. Donc elle inverse totalement les rôles. Elle est très très forte cette Fanny. Mon père ne prétendait rien de plus, je comprends à présent. Et je veux strictement remplir mes engagements par toutes les preuves de tendresse et de bonté fraternelle que vous m'indiquez, car votre cœur est excellent, chère Fanny. 1000 petits services, nous leur ferons quelques présents de meubles, de porcelaine. John est complètement à la merci de sa femme. Alors, votre cœur est excellent, chère Fanny, surtout quand elle a les poches remplies d'or. Alors, les 1000 petits services, donc là, c'est question des meubles, de la porcelaine. Mais là, évidemment, Fanny va refaire un petit rappel. Tout le mobilier, la porcelaine, la vaisselle, le linge, fut soigneusement enfermé et votre père, comme vous le savez, a légué ces objets à sa femme. Leur maison sera donc meublée et garnie au-delà de ce qu'elle pourra contenir. Ainsi, elles n'auront besoin de rien. Et le beau service de porcelaine de Chine, combien je le regrette. Il est beaucoup plus beau que celui qui est ici. Et suivant mon opinion, 10 fois trop beau pour leur situation actuelle. Vous pourriez fort bien le leur faire sentir avec délicatesse et les engager à nous laisser tant de choses qui vont leur devenir inutiles et qui nous conviendraient bien mieux. En effet, les meubles et la porcelaine sont déjà hérités par les sœurs et la belle-mère. Fanny souhaite en fait récupérer ce qui est de plein droit selon elle, car de toute façon les sœurs elles n'en auront d'aucune utilité, elles vont vivre dans une petite maison donc elles n'arriveront même pas à mettre tous les meubles, et puis eux ils vont recevoir beaucoup de monde, donc évidemment ils ont besoin de cette vaisselle, surtout la porcelaine de Chine. Et elle glisse que c'est John qui doit s'en charger de demander. Donc c'est très gentil de sa part. Et enfin, on termine avec le passage ironique de Jen. Qu'est-ce qu'elle est forte. Ce que John Dashwood craignait le plus, c'était de passer pour un homme faible, dupé. Et sans qu'il s'en doutât, il ne faisait et ne pensait que ce que voulait Madame John Dashwood. Et finit donc par déclarer que non seulement il serait inutile, mais injuste et ridicule de rien faire pour ses sœurs au-delà des petits services de bon voisinage dont avait parlé sa femme. Et voilà, nous venons de voir en intégralité un John qui est dupé par sa femme et très faible sur ses décisions. Au final, si on revoit depuis le début du chapitre, les sœurs et la mère passent de 3000 livres de rente à des petits services de temps en temps, qui je pense vont durer quelques mois au début, ensuite plus rien. Et en plus, elles doivent se séparer de la porcelaine, surtout du beau service de porcelaine de Chine. Donc on peut dire que Fanny est vraiment très forte en manipulation. Je pense que l'on a d'autres soucis à se faire avec elle dans la suite du roman. En tous les cas, Jen nous a parfaitement décrit une personne manipulatrice, égoïste, grippe-sous. Je pense que l'on ne peut pas faire pire. Enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, il s'agit en fait de la peste du roman, celle que l'on va adorer détester tout le long du roman. Ce fut un chapitre rebondissant, et plus on avance, et plus on a de la peine pour ces jeunes filles d'Ashwood, mais également pour ce cher John qui se fait duper complètement, qui pense en plus faire les bons choix et respecter les derniers vœux de son défunt père alors qu'il est complètement manipulé par sa femme. Alors, le petit exercice, essayez de me trouver un titre à ce chapitre. Alors moi, j'ai noté « Les petits services de bon voisinage de Madame John Dashwood ». Alors, n'hésitez pas à me répondre sur mes réseaux sociaux, à me donner vos titres. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce second épisode vous a plu.
N'hésitez pas à en parler autour de vous, de partager pour que l'on soit de plus en plus nombreux dans cette aventure. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour le prochain épisode.